Transversal. 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 Madame, monsieur, bonjour, André Zaleski au micro, bienvenue dans Transversal. L'essentiel de ce magazine, nous le consacrons à un retour, ou plutôt au suivi d'un dossier qui a provoqué des réactions et des remous d'une ampleur inédite depuis la création de Transversal. Je veux parler de l'enquête que notre correspondante à Londres mène depuis 2 ans sur les pratiques d'enlèvement d'enfants opérées de manière tout à fait légale par les services sociaux britanniques. Nous y intégrerons les réactions du député britannique John Hemming et d'Isabelle Durand, vice-présidente du Parlement européen. Transversal. Sophie et Hugo Palmer, 8 et 2 ans, enlevés en avril 2010 à Plymouth. Nathanaël, Jamie et Benjamin Moore, 13, 9 et 7 ans, enlevés le 3 mars 2009 à Nottingham. Oui, c'était le 27 novembre 2010. Le reportage de Florence Bellone se termine. Le générique fin donne le frisson. Nous découvrons l'ampleur du phénomène des enlèvements d'enfants au Royaume-Uni, la subjectivité des services sociaux, le double langage des cours de justice familiale, la loi du silence imposée aux parents de naissance et à la presse, la fuite désespérée de certains d'entre eux vers l'Espagne ou l'Irlande pour échapper au vol de leur bébé. Nous l'avons appris il y a quelques jours. Florence Bellone, avec ce reportage, vous venez de remporter le prix européen Lorenzo Natali qui récompense chaque année des travaux journalistiques remarquables pour leur engagement en faveur de la démocratie et des droits de l'homme. Alors avec vous, Florence, nous allons évoquer aujourd'hui d'autres cas, revenir sur des souvenirs douloureux. Mais d'abord, est-ce que la situation a bougé depuis 1 an ? Elle a plutôt empiré. À mon avis, puisque le gouvernement, un certain nombre de membres du Parti conservateur pensaient qu'une fois que ce gouvernement serait élu, ils en finiraient avec ce problème qui a été longtemps attribué comme, disons, une dérive du Parti travailliste, et puis ça n'a pas été le cas. On a un ministre de l'Enfance qui a engagé un conseiller d'adoption, en fin de compte, qui est un parfait idéologue et qui dit il faut les droits humains des familles de naissance, c'est un tabou qu'il faut franchir, adopter, radopter. Nous sommes en pleine campagne d'adoption. Il faut dire que l'an dernier, en 2010, il est resté 4500 bébés de moins d'1 an qui n'ont pas été adoptés, donc le marché est pratiquement saturé. Et malgré ça, la volonté des autorités est d'enlever toujours plus d'enfants à leur famille. Voilà, malgré ça, il n'y a aucun signe de freiner. On pourrait penser qu'ils veulent surtout écluser la masse d'enfants qui sont maintenant sur le marché de l'adoption, mais il est aussi question de réduire la procédure, de sorte qu'il y ait une sorte de fast-food en fait du retrait d'enfants, c'est-à-dire que des parents pouvaient avoir peut-être 1 an et demi à essayer de se battre au tribunal avant une décision finale. Maintenant, on va faire en sorte que ce soit 6 mois maximum. Alors l'an dernier, Florence, vous aviez surtout donné la parole aux mamans qui vous avaient confié leur désarroi. On se souvient aussi du cas de cette famille qui avait décidé de fuir en Irlande pour échapper aux services sociaux britanniques. Aujourd'hui, on entame un nouveau dossier, un dossier en 3 phases. Et on va d'abord en savoir plus sur les méthodes utilisées pour kidnapper les enfants. Le mot ne semble pas exagéré. Non, pas exagéré du tout, puisqu'il y a jusqu'à une vingtaine de policiers. Parfois, moi je connais un cas d'une jeune maman avec son partenaire pour enlever 2 bébés. Ils ont envoyé 18 policiers à Oxford. Donc on va effectivement commencer par un de ces raids de la police. Cette fois, c'est un couple qui protège une maman qui vient d'accoucher et qui a des raisons de penser qu'on va lui enlever le bébé, et bien qu'il n'y ait pas eu d'ordre de la cour. Et cette famille avait branché un enregistreur, ce qui vous a permis de récupérer toute cette scène. Voilà, absolument, parce qu'il faut dire aussi que la dame Julie, qui est la maîtresse de maison, est devenue, en fait, soutient légalement les parents. Elle a fait une sorte de spécialité de Mackenzie Friends, support légal amateur quand les parents n'ont plus d'avocat. Donc elle connaît très bien la loi et elle essaye tout. Eh bien, on écoute tout de suite cette première partie. Il y aurait un nouveau-né ici. Oh, come on! Julie, reste calme. Ne discute pas, ils font ce qu'on leur dit de faire. Mais ils sont idiots! Non, ils sont pas idiots. Ils ont tort, mais ils font ce qu'on leur dit de faire.
Je crois que vous ne pouvez pas l'emmener, madame. Non, ne fais pas ça. Laisse l'enfant pour le moment. Non mais ça ne va pas. On va où on veut. On est dans un pays libre. Calme-toi, ça ne sert à rien. Mais regardez cette malheureuse. Regardez-la. Êtes-vous stupide? Alors vous voulez lui prendre son bébé, comme ça vous vous sentez fort, hein? Pour l'instant, je vous arrête pour cacher délibérément un enfant de moins de 2 ans dont la vie pourrait être en danger. Tout ce que vous pouvez dire peut être retenu contre vous. Vous m'arrêtez? On peut savoir pourquoi? Je viens juste de l'expliquer. Vous êtes en état d'arrestation maintenant. Allez dans le fourgon, on va au commissariat. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous m'arrêtez? S'il vous plaît, mettez des chaussettes. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez vous habiller. Les services sociaux n'entreront ici sous aucun prétexte. S'il vous plaît, suivez-nous. Allez, rentre. Oui, il y a école. Retourne en haut. Vous êtes en état d'arrestation. Moi? Pourquoi? Pour la même raison, d'accord? Tim et Julie Hens ont finalement été relâchés. Mais cette maman qu'ils essayaient de protéger avec son nouveau-né l'a définitivement perdue. Les services sociaux ont dit « Cela ne nous inquiète pas que vous éleviez votre enfant. Nous ne pensons pas que vous négligerez ou blesserez ce bébé. » Mais elle a compris qu'en fait, son bébé lui serait enlevé. C'est absolument, parfaitement illégal d'enlever un enfant sans un ordre de la cour. La seule autorité légale pour faire ça ici, c'est la cour. Les services sociaux n'ont pas le droit. La police peut le faire avec un mandat de protection selon la section 46 de l'Acte sur les enfants de 1989. Mais dans ce cas-ci, la police n'a pas fait valoir son pouvoir légal. Elle a utilisé la section 18 pour entrer chez nous. Elle avait le droit d'entrer, mais pas celui d'enlever l'enfant. La police a dit que son information, c'est qu'elle était là. Cela venait des services sociaux. Bonjour bébé, ça va? T'as fait une bonne sieste? Je fais partie des services de protection de l'enfance. On nous a rapporté qu'un bébé pleurait. La plupart des dessins animés caricaturant les services sociaux viennent des États-Unis, où le modèle d'adoption britannique a été importé il y a une douzaine d'années. Mais revenons dans la réalité, à Londres, dans un bureau des services sociaux, les SS, comme les familles les appellent. Cathy a été élevée en famille d'accueil et y a été violée. Plus tard, on lui a enlevé son premier bébé parce qu'elle en attend un second. Une assistante sociale réévalue ses capacités parentales au cours d'un entretien que nous avons secrètement enregistré. L'évaluation prénatale, l'évaluation des parents qui pose un risque potentiel pour l'enfant. Parents, je voudrais pouvoir dire ça. Le risque parental pour l'enfant, les relations, vos capacités physiques, émotionnelles, intellectuelles, l'historique social qui inclut votre expérience d'être élevé. Oui, celle-là, vous l'avez. Beaucoup de détails, oui, on pourra en parler. Comportement, votre comportement, j'espère que vous voyez cette évaluation comme une relation en train de se construire avec moi. Mais je veux bien sûr travailler avec vous pour avoir mon enfant à la maison. Je veux être la mère de mon enfant, vous comprenez? Je veux être son parent, vous comprenez? Oui, bon, c'est bien, donc j'espère que cela se passera, disons, dans une ambiance relaxée. Cathy comprend vite que les dés sont pipés et que ses chances de garder son bébé et d'empêcher que l'aîné soit adopté sont nulles. À cause de votre personnalité particulière, de tous les abus dont vous avez souffert dans votre enfance,
Vous aurez des difficultés dans vos relations. Certaines seront abusives ou dominatrices. Vous aurez des difficultés pour vous en sortir, vraiment. Et à assurer la sécurité de votre bébé. C'est ce que le psychologue a dit. Et je crois qu'on part sur cette base-là. Oui, mais ça, c'est ce qu'ils ont pensé à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, donc vous vous opposez à son adoption? Oui, je m'y oppose. Bon, les circonstances ont changé, bien sûr. C'est votre droit si vous voulez faire ça. Oui, je m'y oppose. Vous croyez que j'ai abandonné? Eh bien non, je ne veux pas qu'il soit adopté. Ça va être dur, bien sûr, j'ai déjà eu le cas une fois, alors une seconde fois. Mais c'est ce que je veux pour mes enfants. Ce sont mes 2 enfants et je vais me battre pour eux, vous comprenez? Je ne veux pas juste vous dire « Ok, prenez-les », vous comprenez? Je ne veux pas faire ça, c'est ma vie. Christopher Booker, historien de formation, est l'un des rares journalistes qui enquête et écrit régulièrement sur l'adoption forcée pour son éditorial au Daily Telegraph. Il a déjà été condamné pour avoir si bien décrit des cas que les SS les ont jugés reconnaissables. C'est ce que nous avons vu si souvent dans des domaines différents, au XXe et maintenant au XXIe siècle. Vous créez un système qui confère à des gens ordinaires un pouvoir extraordinaire sur la vie des autres. Mais malheureusement, cela fait partie de la face d'ombre de la nature humaine. Ils sont ravis, cela donne un sens à leur vie, le sens d'un statut. Ils sont convaincus de faire quelque chose de bien et de juste, mais lorsque ces qualités sont corrompues, elles mènent à la plupart des actes diaboliques de l'humanité depuis le début des temps. Sagesse et bonté à Janville paraissent viles. La corruption n'a de goût que pour elle-même. C'est ce qu'a dit Shakespeare. Le pire est la corruption du meilleur. C'est cela l'idéologie. C'est l'essence même de l'idéologie. Consciemment ou inconsciemment, ces gens sont dirigés par une haine du noyau familial stable. Et l'argent est devenu un ciment très important, parce qu'il y a d'énormes quantités d'argent en jeu. Beaucoup de gens sont impliqués. Un exemple flagrant, ce sont les familles d'accueil. Elles touchent 25 000 livres par an et par enfant. Et il y a encore tous les avocats. J'ai une amie qui a grandi dans les pays communistes, en Union soviétique et en Hongrie. Et elle me disait, le problème avec vous, les Britanniques, c'est que vous avez appris à faire confiance aux officiels et aux représentants du gouvernement et vous pensez que ce qu'ils font est juste. Voilà, Christopher Booker qui dénonce dans le Daily Telegraph les abus de cette politique. Alors Florence, est-ce que ce journal contourne cette règle du silence, le gagging order, qui dans ce type d'affaires est imposé aussi bien à la presse qu'aux familles ? Absolument à tout le monde, et donc la RTBF a eu son gagging order, puisque un jour je me suis trouvée dans une cour de justice tout à fait officiellement, c'est-à-dire en tant que journaliste. Le juge aurait pu dire non, comme souvent, et puis il a eu l'air de s'amuser, il a dit oui, de toute façon elle peut rentrer, elle n'a pas le droit de faire de reportage sur ce qu'elle va entendre et voir. Les 2 avocats de la partie adverse étaient absolument furieux, ils ont d'ailleurs essayé de me forcer à donner mes coordonnées à la fin de l'audience. C'est ce que j'ai vu, puisqu'il s'agissait d'une famille, alors là, étrangère, une famille nigérienne. On a enlevé les 6 enfants d'une famille nigérienne. Et pour le dernier, le petit bébé, les services sociaux les accusaient d'avoir essayé d'empoisonner ce bébé. Et ce qui était très intéressant, c'est que la police avait son avocat et disait nous ne pouvons pas poursuivre ces gens pour tentative de meurtre si nous n'avons pas les preuves qu'ils ont essayé. Et ces preuves, on ne les a jamais eues. Donc la police n'a pas poursuivi les parents,
Mais les services sociaux ont gardé le bébé. Et c'est ça que je n'étais pas censée voir ni raconter. Et donc, effectivement, la RTBF a été prévenue des règles en vigueur dans le territoire britannique. Et cela ne vous a pas empêché de poursuivre votre reportage. Et nous allons le voir tout de suite, puisque dans cette deuxième partie, ce sont cette fois les enfants qui parlent. Des enfants devenus adolescents et même adultes et qui n'hésitent pas, eux non plus, d'une certaine manière, à briser cette loi du silence. Des enfants qui sont sous gagging order. Ils ont 11 ans et 13 ans. Ils ont échappé grâce à un très grand avocat qui s'est occupé de cette famille pendant 3 ans et qui a fini par gagner. Et donc, ils racontent effectivement toute la peur qu'ils ont eue pendant 3 ans. Ils pensaient qu'ils allaient finalement être séparés. Ces enfants ont manifesté leur désir de faire connaître leur calvaire et de ne plus être muselés parce qu'ils estiment qu'ils ont compris ce qui leur arrivait et qu'ils ont droit à la parole. Je croyais que c'était un groupe de personnes qui venaient simplement parler à papa et maman. Mais petit à petit, j'ai réalisé. En fin de compte, je me suis dit, accroche-toi. Ces gens-là sont en train d'essayer de nous enlever de notre famille. Et ils arrivaient, sans prévenir à l'école, nous parlaient. Et puis, on allait au tribunal. Et là, ils mentaient sur ce que nous avions dit durant ces interviews. Et ça a vraiment tout changé pour nous. Nous ne pouvions plus être photographiés. Nous ne pouvions participer à un voyage scolaire sans la permission des assistants sociaux. Ils contrôlaient chaque aspect de nos vies. Nous ne pouvions pratiquement plus rien faire sur un ordinateur, ni aller sur Facebook ou autre chose. Papa a perdu son travail parce que nous étions dans cette procédure. Et maman a terriblement maigri à cause du stress. Et ma sœur a eu des crises d'épilepsie. Elle a eu besoin d'une chaise roulante. Moi, je ne pouvais plus dormir. Il faut vraiment que cela s'arrête maintenant. Avant, j'étais en parfaite santé, mais maintenant, j'ai une crise presque chaque jour. Je pleurais de peur. Je pensais toujours que c'était la dernière nuit chez mes parents. Après l'école, j'avais peur de voir arriver les assistants sociaux à la place de mon père ou ma mère. Ma sœur et moi, nous espérons aller au tribunal pour dire qui nous sommes et faire d'autres interviews aussi. Quand vous commencez à comprendre ce qu'il se passe et vous savez ce que vous voulez dire, vous devriez avoir le droit d'aller au tribunal et dire « ce n'est pas juste, arrêtez cela, je veux rester, vous déformez mes paroles, vous mentez ». La mère de ses enfants était marquée au fer des SS avant d'avoir connu leur père. Victime de la violence d'un premier mari, on lui avait retiré leurs 2 bébés. C'est le plus jeune, Danny, qui la retrouvera des années plus tard. Je l'ai trouvée à 15 ans, 14, sur Internet. J'ai échangé des emails avec mon beau-père, son mari. Pendant 2 semaines, nous avons échangé des emails. Il te les faisait suivre. Et finalement, je crois que je t'ai envoyé un email. Tu as d'abord téléphoné. Oui, c'est ça, un coup de fil. Nous avons commencé à nous appeler et finalement tu es venu. On est resté là. Ça a vraiment été le plus beau jour de ma vie. J'ai été placé avec des parents adoptifs. C'était des gens horribles. Ils s'appuyaient sur le pédopsychologue pour dire que j'avais une maladie qu'il fallait soigner, alors que j'avais rien. Ils disaient ADHD. ADHD, hyperactivité et déficit de l'attention. Moi, j'ai pas ça. C'est un truc pour me donner des médicaments qui rendent plus docile, obéissant.
Oui, c'est ça, la Ritaline. C'est très dangereux. Il y a beaucoup d'effets secondaires, on ne l'avait pas étudié sérieusement. Quand Danny a retrouvé sa mère, ses parents adoptifs l'ont rejeté. Il n'a donc plus de certificat de naissance du tout et s'est vu refuser un passeport parce que selon la police, il n'existe pas. Well, I first arrived from Zimbabwe at 7 years old. Je suis arrivé du Zimbabwe à 7 ans et j'ai été retiré à 10. Quand c'est arrivé, la première chose, ça a été la police démolissant la porte pour entrer dans l'appartement. J'ai essayé de les en empêcher, je me suis barricadé avec des armoires. La police a surgi et m'a emmené au commissariat, m'a donné un repas, et après ils ont mis un document devant moi et m'ont expliqué « C'est pour confirmer que tu as déjeuné, alors s'il te plaît, signe-la ». J'ai signé et plus tard j'ai su que c'était un document contre ma mère. À partir de là, j'ai été immédiatement en famille d'accueil. Après, j'allais dans des centres d'évaluation et ça durait. C'était censé être pour 6 semaines, mais je crois que ça a duré 1 an. Ensuite, ils m'ont placé dans un orphelinat. Et là, il y a encore eu des problèmes. Quelques mois plus tard, j'étais de retour dans un centre d'évaluation, puis encore dans un orphelinat, et dans un centre d'évaluation, et rien ne marchait parce que je n'acceptais pas ce qui se passait. Et ce n'est encore que plusieurs mois après que j'ai vraiment admis ce qui m'était arrivé. Et ça a tout d'un coup fait tilt, j'ai réalisé, je ne vais jamais en sortir. On m'a dit les yeux dans les yeux, dès que ta mère a un environnement stable, tu pourras rentrer. Et elle a fini par l'avoir, mais je n'ai jamais été autorisé à rentrer, même quand je répétais « Vous m'avez promis que cela arriverait ». Mais rien n'arrivait et je devenais de plus en plus rebelle. Par chance pour moi, ma grand-mère, qu'elle soit bénie, a été assassinée au Zimbabwe. Et à cause de ça, j'ai pu partir et j'ai repris ma propre vie au Zimbabwe. Mais ils m'ont pris 7 ans d'enfance. J'ai appartenu à l'État jusqu'à 16 ans. Le député John Hemming, à travers son association Justice for Families, soutient des tentatives d'appel à la Cour européenne des droits de l'homme, car au Royaume-Uni, non seulement les familles n'ont pas voix au chapitre, mais le gouvernement fait campagne pour des adoptions plus faciles, plus rapides et plus nombreuses, car l'an dernier, l'État a compté 4500 bébés de moins de 1 an non adoptés. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que les enfants sont autant victimes de l'État que les parents. Et en fait, entre un quart et la moitié des adoptions ratent, et l'enfant est retourné à l'État. Et elle rate à cause de la façon dont l'enfant a été traité par l'État, pas par les parents. Si j'étais restée avec mes parents, oui, ça aurait pu être dur à la maison, mais au bout du compte, ma vie n'aurait pas été aussi nulle qu'elle l'est maintenant. Je m'en serais sortie, je ne serais pas dans les filets des services sociaux, je n'aurais pas perdu ma fille. Ma mère, je ne peux pas vraiment la blâmer pour ce qui s'est passé, parce qu'elle-même a été élevée dans le système. Elle a été sévèrement abîmée par le système. Ma mère finalement a compris. Elle m'a dit, c'est vrai, j'étais pas en état d'être mère. Elle l'admet et c'était pas de sa faute. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'aider à développer ses capacités maternelles?
Ils n'ont pas fourni le soutien dont elle avait besoin. Et puis moi, je suis arrivée dans le système. Je n'ai reçu ni aide, ni soutien. J'étais juste un enfant de plus. C'est devenu un cercle vicieux et quoi qu'il arrive, ma fille est finalement en danger dans ce cercle. Kirsty est dans une situation où, en théorie, ils peuvent prendre chacun de ses enfants. Nous avons un cas avec quelqu'un qui a perdu 10 enfants. Elle en avait 6 embarqués ensemble, et puis ils ont pris chaque bébé. Je n'ai absolument rien contre les parents adoptifs. Je veux les voir devant la cour parce que je veux pouvoir leur parler. Je veux qu'ils sachent exactement ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas ce qu'on leur a dit de moi, je ne sais pas ce qu'on leur a dit de mon cas. Tout ce qu'ils savent, c'est ce que les services sociaux leur ont dit. Il faut changer le système, on ne peut continuer comme ça parce que cela détruit des vies. Ce n'est qu'une histoire d'argent. Avec son mari, Venita s'est laissée convaincre par une campagne intitulée « Donnez-lui un foyer ». Mais très vite, le petit garçon de 4 ans qu'ils ont adopté présente un trouble de l'attachement. À 13 ans, il réclame sa mère de naissance. Dans sa quête pour l'aider, Venita la retrouve. Les SS lui interdisent de la contacter sous peine de représailles. Elle attend que son fils grandisse encore un peu pour tenter sa chance. Mais déjà, elle a ouvert une fenêtre sur le monde des parents naturels. Je ne savais pas que cela existait. Je n'en avais pas la moindre idée jusqu'à ce que je rejoigne ce groupe l'an dernier. Et j'étais plutôt choquée. Vous découvrez qu'ils kidnappent les enfants. Vous pensez, mais mon Dieu, ils avaient un foyer. Je pense que beaucoup d'enfants enlevés de force à leurs parents auront par réaction ce désordre de l'attachement. À cause de tous ces mensonges des services sociaux, nous ne savons pas si le document F ou le document I est la vérité. Et nous ne pouvons pas savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'il pourrait avoir été enlevé de force. Et tant que nous n'aurons pas parlé à ses parents, à sa mère, eh bien, nous ne saurons pas la vérité. Voilà, donc pour cette deuxième partie, ce dernier témoignage, ce témoignage de cette jeune mère adoptive est quand même assez ahurissant. Elle reconnaît qu'on lui cache tout, des méthodes des services sociaux et du contexte familial de l'enfant qu'elle a adopté. C'est un témoignage courageux. C'est un témoignage extrêmement courageux. La plupart des parents adoptifs, on exploite, disons, leur émotion à l'idée d'adopter un enfant, leur frustration de ne pas en avoir eu très souvent. Et donc, ils se laissent laver le cerveau très facilement par les services sociaux quand on leur dit les parents naturels sont des mauvaises gens, ils sont en prison, ceci, cela. Eh bien, elle a finalement été au-delà et elle est en contact avec ces gens qui recherchent leurs enfants. Alors Florence, on entend aussi dans ce reportage le député John Hemming, membre du Parti libéral-démocrate, au niveau du Parlement britannique. Il semble bien seul. Je l'ai contacté, je lui ai demandé si c'était le cas. Je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes, mais c'est dur en Angleterre parce que quand il y a un problème avec des cours secrètes, le gouvernement ne peut pas faire rien. C'est la séparation de pouvoir. Et donc, c'est que le Parlement qui peut faire des choses. Mais le Parlement, pour quelques années, était contrôlé par le gouvernement. Et donc, ça change lentement, mais c'est très dur à créer des procès pour résoudre les problèmes dans les cours secrètes. Alors vous vous battez depuis longtemps, Monsieur Hemming, et dans le reportage, on l'a entendu, vous dites qu'il faut changer un système qui détruit des vies et qui est influencé essentiellement par l'argent. Alors quels sont pour vous les signes qui vous indiquent qu'il faut continuer à se battre ? Il y a 5 années, c'était plus mauvais que maintenant. Et quelquefois, il y a des cas que nous avons gagné, mais aussi il y a plusieurs de journaux anglais qui sont intéressés dans cette matière. Et quand il y a suffisamment, le Parlement bouge. Quand le Parlement bouge, à ce moment, l'Église s'intéresse dans la matière. Quand il y a suffisamment de personnes qui disent qu'il y a un problème, le Parlement bouge. Est-ce que pour vous, une des priorités, c'est aussi de modifier cette loi qui empêche la presse de citer et de parler de ces affaires ? Oui,
Ça c'est un problème aussi. Et parce que c'est dur, parce que les juges ne veulent pas changer ça. Ouais? Les juges disent, la justice dit que c'est important que personne ne sait pas ce qui se passe. Et donc, lentement, il change, mais il doit changer plus vite. Mais ça veut dire, M. Hemming, que le reportage comme celui que Florence Bellon nous propose ici en Belgique, ce même reportage, aujourd'hui, il est impossible à envisager en Angleterre. Oui, exactement. Ce qu'il peut dire en Belgique, elle ne peut pas dire en Angleterre. Et donc, c'est bon que le Parlement européen s'intéresse dans ceci, parce que c'est un problème des droits humains en Angleterre. Et c'est un problème créé par les justices que le Parlement doit résoudre, mais il ne bouge pas. Voilà pour le point de vue de John Hemming, un point de vue qui n'est pas complètement noir. Florence, est-ce que vous partagez quand même l'optimisme relatif qu'il semble nous communiquer ? Je crois qu'à partir du moment où on a commencé à en parler à l'étranger, donc ici, d'ailleurs il faut quand même dire que le gagging order n'est pas valable en Belgique ni ailleurs en dehors de l'île. Donc les menaces peuvent viser les correspondants, mais certainement pas les médias étrangers. Donc peut-être que ça changera des choses. Autrement, le fait est que depuis, moi j'ai compté déjà 150 ans d'adoption forcée, on n'a pas l'impression que les choses bougent toutes seules sur une île. Sur cette île en particulier. J'ai du mal à être optimiste, mais je ne suis pas une politicienne, donc je n'ai pas les ficelles entre mes mains comme John Hemming peut en avoir. Merci Florence, et nous n'en avons pas encore fini. Votre enquête nous apprend aussi que les services sociaux britanniques s'intéressent aux enfants étrangers. Même si la famille a quitté le territoire, ils peuvent garder les enfants quasi comme des prisonniers de guerre. En juin, Régis Biaki, un Français, père célibataire depuis 7 ans, s'est fait enlever ses 2 filles, Mathilde et Louison, 11 et 9 ans. Mathilde, parfois surnommée Mati, est rebaptisée Tilly par les services sociaux. Nous allons l'entendre en fin de reportage. Mais d'abord, une avocate française au barreau de Londres, dont il faut préciser qu'elle n'est pas l'avocate de Régis Biaki. Le problème qu'ont les étrangers, ils ne se rendent pas vraiment compte. Parce qu'eux, ils arrivent, c'est beau, on est en Grande-Bretagne, les Anglais sont sympas, etc. On ne se rend pas compte la manière dont on peut se retrouver dans un engrenage. Je prends ce père donc africain, d'origine africaine. Tout ce qu'il a fait, c'est d'envoyer une tape sur la main au gamin. Et il a déclenché tout le mécanisme. Et ça, je ne crois pas qu'ils se rendent bien compte. Alors déjà, ils vont réagir, mettons en français, et ça va être interprété un peu contre eux. Il est énervé, c'est parce que psychologiquement il n'est pas bien, c'est pour ça qu'il est énervé, ou alors il est trop calme, c'est pareil. Alors maintenant, avant, c'est les enfants qui tombaient, c'était l'hôpital avant, qui leur faisait faire des radios en disant oui, il a peut-être eu une petite fracture. À chaque fois qu'un gamin est allé à l'hôpital, s'il avait des hémorragies derrière l'œil, c'était automatique, soi-disant, il avait été secoué. À un moment aussi, ce qu'on avait, c'était la dilatation de l'anus. Alors les enfants allaient à l'hôpital, automatiquement, il y avait, c'était à l'époque, on leur faisait la dilatation de l'anus, pour peu que l'enfant ait un peu de diarrhée ou de constipation, que l'anus ne refermait pas comme il aurait dû se refermer. On les enlevait aux parents, sous motif qu'il y avait abus sexuel. Et maintenant, c'est plus du tout ça. Maintenant, c'est les écoles qui se plaignent. Il y a un gamin dont les parents ont été un peu stricts, voilà. J'ai vite réalisé que c'était sérieux parce qu'ils m'ont emmené, la police m'a emmené, ils sont venus chez moi, ils m'ont fouillé chez moi. Et puis, une demi-heure après, j'étais dans une cellule d'isolement. Donc j'ai pris ça relativement au sérieux. Donc, ils m'ont demandé si je voulais un avocat. J'ai dit oui. Un avocat, il est venu, donc un avocat criminel commis d'office, c'est lui qui m'a montré le rapport en disant il n'y a aucune trace sur vos enfants. Donc apparemment ça n'a pas suffi. Parce que mes enfants entre-temps étaient emmenés à l'hôpital et l'hôpital a constaté qu'il n'y avait absolument rien. Aucun bleu, aucune égratignure, aucune marque de coup, absolument rien. Bon. Donc je ne sais pas où est ma fille, mes filles. On leur a fait écrire n'importe quoi, le tout et le contraire. On leur a pris un téléphone où elles pouvaient me contacter. Elles n'ont pas le droit de m'écrire, je n'ai pas le droit d'écrire. Et on m'a proposé de signer un papier comme quoi je pourrais éventuellement voir mes enfants dans certaines conditions. Et ces conditions, il y a une dizaine d'articles qui sont les uns les plus ridicules et humiliants pour un parent.
Et notamment d'être obligé de parler en anglais avec mes enfants, alors que je parle jamais en anglais avec mes enfants. Et tout ça pour être contrôlé. Bien sûr, j'ai pas le droit de leur demander autre chose qu'il fait beau, vous avez de beaux habits, etc., etc. Ils sont enfermés dans une petite pièce avec quelqu'un qui supervise. C'est complètement pas naturel. Et il y a quelqu'un qui prend des notes méticuleuses en disant aujourd'hui, il n'a pas vraiment souri, l'enfant n'a pas été forcément dans ses bras. Ce genre de choses insupportables. Et évidemment, alors les parents se sentent supervisés, ils peuvent pas être naturels parce qu'ils disent je vais faire ça, on va m'accuser de pas être assez chaud ou pas trop affectueux, pas assez affectueux. J'ai même vu dans un cas où dans le droit de visite supervisée, la mère a eu interdiction de donner des cadeaux d'anniversaire, même indirectement, même par services sociaux à sa fille. Vous vous rendez compte? C'est un système pénitentiaire. Quelques jours avant d'être enlevée, Mathilde demande à son père de lui ouvrir un compte sur YouTube. Face à la caméra, elle titille Louison. Je vais le rendre à papa. Regarde. J'ai tout enregistré. Et c'est d'une scène comme celle-là que le drame démarrera. Les sœurs se bagarrent avec un balai. Le père se fâche et les sépare. Louison racontera la scène à ses camarades de classe. Une maîtresse écoute et interprète. Louison a été battue par son père avec un balai. Une fois retirée à Régis, Mathilde et Louison retournent à l'école où on les force à faire comme si de rien n'était. Une camarade, Scarlett, tentera en vain de les aider. Elles sont très tristes. Elles n'étaient pas comme ça avant. Elles ne pleuraient jamais. Parfois, la maîtresse ne sait pas qu'elle parle avec d'autres, mais quand elle s'en aperçoit, elle l'interdit. Elles ne peuvent même pas écrire de lettres ou n'importe quoi d'autre. Parce qu'ils ont fouillé nos sacs pour voir s'il y avait des lettres. Et ils en ont trouvé une dans le mien, de Mathilde. Monsieur Ford l'a donnée à Mademoiselle Coleman et ils ont grondé mon frère et Mathilde. Parce que mon frère, il l'aidait. Ils ont dit, si vous refaites ça une fois, vous ne sortirez pas durant 2 semaines. Au centre de contact, Mathilde glisse à son père un dessin explicite, elle et sa sœur dans une cage qui fait partie d'une maison entourée des mots « help, help, help ». Un avocat ira jusqu'à dire que Mathilde a représenté la situation antérieure avec son père. Le juge rejette tous les témoignages en faveur de la libération des enfants. Ils étaient 7, les 7 sont là à mentir, avec des papiers, avec des fausses déclarations, des choses qui sont vérifiables en quelques secondes. Mais le juge ne veut pas les vérifier apparemment, c'est jamais de son ressort, ça sera après, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le problème, c'est que ces gens-là se pensent couverts. C'est ça le problème, c'est que ces gens sont couverts. Et c'est pour ça qu'on sent une sorte de passivité. Aujourd'hui, je me suis fâché, mais il n'y a pas de réaction de leur part, parce qu'ils sentent ils pensent qu'ils sont protégés jusqu'à un certain moment, bien sûr. Moi, je vais vous dire, le problème du droit de la famille, on a l'impression quand même, et les familles ont l'impression qu'elles ont tout le monde contre eux. Il faut dire la vérité, c'est tous les mêmes. Donc les juges les connaissent. Tout ce qu'ils disent, c'est si vous voulez bien la vérité, amen. On a l'impression que c'est pas la peine, tout est décidé d'avance. C'est pas de la corruption, je dirais que c'est de l'habitude. C'est pas la même chose. Et on ne veut pas qu'ils parlent de l'affaire, ni du procès, ni quoi que ce soit. Ça, c'est routine. Et puis, je vois toujours la terreur de ces gens que je puisse rester en contact avec mes enfants. C'est ça qui est le plus impressionnant. Ils sont terrorisés à l'idée que je puisse rentrer en contact avec mes enfants. Pas moi, que mes enfants puissent m'écrire. Parce que moi, ils pourraient dire que j'essaye de les influencer, etc. Mais les enfants, ils vont pas s'influencer eux-mêmes. Mais après 2 mois et demi, c'est le système qui n'a pas réussi à influencer les enfants. Mathilde parvient à appeler son père en cachette. J'ai eu peur que ça soit eux qui vérifiaient le numéro que tu avais fait, tu comprends? Non, c'était... J'ai tellement laissé un message. Oui, j'ai entendu, ça m'a fait... Écoute. C'est comme une prison, on n'a pas le droit d'aller lire Mathilde, t'as réussi à m'écrire, t'as pu m'écrire? Non, tu peux pas.
Non, parce que ce que je fais, Elle a raccroché. Régis fera passer à sa fille un numéro de téléphone pour nous appeler. Plusieurs fois, elle nous téléphonera, parfois obligée de parler à voix basse ou de raccrocher précipitamment. Je suis dans ma chambre, mais je suis près des escaliers pour voir si quelqu'un monte. Parce que sinon, si quelqu'un monte, ils peuvent entendre que je parle français. Hier, j'ai téléphoné mon père et j'avais peur qu'ils allaient savoir que j'ai eu faire ça. Elle nous raconte qu'une assistante sociale a frappé Louison, qu'on leur dit qu'elles sont là pour toute leur vie et leur vaine tentative pour s'échapper qui causent encore des disputes. Je lui ai dit que j'ai organisé qu'on va s'enfuir une nuit, ma sœur. Elle dit tout, hein, faut faire gaffe. Et après, elle dit « Oh, et toi tu m'as dit qu'on va s'enfuir une nuit », quelque chose comme ça. Alors, si on part, est-ce qu'on prend nos valises ou pas? Mathilde nous guide sur Google Earth dans l'espoir que nous puissions trouver sa maison, car l'adresse n'est pas visible. Seuls sur le collier du chien sont inscrits quelques indices. Quand tu viens, quand tu rentres, si tu peux voir, quand tu rentres, il y a des cailloux et un parking, et il y a une voiture bleue, et il y a juste une voiture bleue là. Tu vois, une mini. Est-ce que ça peut t'aider? Il y a des cailloux. Le dessin des fillettes en cage donné à son père nous aide aussi, car il montre la forme particulière de la maison. Elles vivent à 1 heure de Brighton, dans un hameau au milieu d'une forêt. Mais ce dernier coup de fil de Mathilde est découvert, les fillettes sont changées de famille, les contacts avec le père supprimés, et Mathilde ne parviendra plus à appeler. Il ne nous reste que le souvenir du mois de juin sur YouTube. Et c'est sur cette séquence vérité que se referme ce reportage réalisé par Florence Bellone avec l'aide au montage de Jean-Marc Vierset. Je vous parlais en début d'émission du prix européen octroyé à notre correspondante pour ce reportage qui a commencé l'année passée. L'Europe qui s'intéresse de plus en plus à ce dossier. Écoutez encore le sentiment d'Isabelle Durand, vice-présidente pour les Verts du Parlement européen. Même si nous n'avons pas de compétences directes, parce que l'Union européenne, en définitive, n'a pas vocation ni compétence à déterminer les lois en Grande-Bretagne ou ailleurs en matière d'adoption ou en matière de parenté responsable, il n'empêche, ça nous a quand même très fort interpellés et c'est bien. Je pense que nous réagissons. Alors, c'est pas nous qui faisons les lois ni les pratiques en Grande-Bretagne, mais je pense que c'est une pression utile que de montrer que nous sommes attachés aussi aux droits de l'enfant, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, on entend notamment dans ce nouveau reportage de Florence Bellone des adultes qui ont été victimes de ces adoptions forcées et à qui on retire aujourd'hui des enfants. On a l'impression que dans ce cas-là, c'est vraiment une histoire sans fin. Absolument, c'est incroyable. Et donc ça veut dire qu'on ne fait, non seulement qu'on n'a aucun respect pour l'enfant qui vient de naître, qui vient d'arriver, et aucune confiance dans la capacité d'adultes, même s'ils ont connu des difficultés quand ils étaient enfants. Et alors, il y a plein de gens qui ont connu plein de difficultés. Si tout cela ne pouvait pas être parents, on serait certainement beaucoup moins nombreux. Donc je pense qu'il y a là quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, de la répétition. Déjà que des facteurs de difficultés sociales, de pauvreté ont tendance à se répéter, c'est quand même pas à la société elle-même d'aller aboutir à fragiliser, à poser à des enfants des problèmes d'identité, des problèmes qu'ils vont porter toute leur vie et de les empêcher d'en sortir. Au contraire, je pense que ceux qui ont hélas connu ça enfant doivent recevoir toutes les chances de pouvoir s'émanciper de ces difficultés pour être eux-mêmes des parents tout à fait respectables comme le sont ou comme peuvent l'être n'importe qui. Vous l'avez dit, l'Europe n'a pas réellement de compétences sur ce type de politique, ça reste du domaine national, mais il y a quand même une forme de lobbying qui à terme pourrait payer, vous pensez ? J'en suis certaine, et je pense d'ailleurs que ce n'est pas le seul dossier sur lequel l'Union européenne n'a pas directement des compétences, mais où elle peut tenter d'infléchir, de pousser, de mettre en évidence pour montrer à quel point il est important que, si nous voulons tous nous rallier à ces valeurs communes qui sont celles que nous portons avec fierté à l'échelle de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et donc en matière de droits de l'enfant, je pense qu'on doit se permettre ce lobbying, cette mise en évidence. Je salue d'ailleurs les journalistes qui ont fait là-dessus un travail remarquable. Si vous n'aviez pas été là, nous ne l'aurions peut-être pas su ou nous ne l'aurions pas réalisé de la même manière. Les témoignages sont forts, ils parlent d'eux-mêmes et je pense que c'est très précieux ce travail conjoint entre les médias d'un côté et le Parlement européen de l'autre, parce que ce qui compte c'est en définitive que des enfants soient respectés dans leurs droits. Il n'y a aucune raison, sauf fait grave et gravissime, de séparer un enfant d'emblée par prévention du risque. C'est incroyable. Je veux dire, s'il y a de la prévention à avoir en matière de violence à l'égard des enfants, c'est certainement pas en faisant
d'emblée un procès d'intention à leurs parents. Et voilà donc pour ce dossier, un dossier, vous l'aurez compris, dont on n'a sûrement pas fini de parler.